Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez. C'est l'heure de 64 débats consacrés aux banlieues françaises. Quelle est la situation économique, sociale et sécuritaire 20 ans après les émeutes déclenchées par la mort de Ziad Ebouna? Qu'est-ce qui a changé? Le malaise persiste-t-il? Faut-il parler d'un état d'urgence permanent? Avec nous pour en parler, Philippe Rio, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes maire de Grigny, dans le département de l'Essonne, en région parisienne. Vous êtes membre du PCF, le Parti communiste français. Elena Berkaoui, bienvenue également. Vous êtes rédactrice en chef du Bondi Blog, où vous animez l'émission La Librairie du Peuple. Fabien Truong est également avec nous en direct. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes sociologue, auteur avec Jérôme Truc du livre Grands Ensembles, Violence, Solidarité et Ressentiment dans les quartiers populaires aux éditions La Découverte. On le rappelle, Ziad Ebouna et Bouna Traoré sont morts électrocutés dans un site EDF alors qu'ils tentaient d'échapper à un contrôle de police. C'était le 27 octobre 2005 à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, près de Paris. Les émeutes déclenchées ensuite avaient duré plusieurs semaines. Les images avaient fait le tour du monde entier. Ma première question est pour vous, monsieur le maire, Philippe Rio. Qu'est-ce qui a changé en 20 ans depuis la mort des deux adolescents? Une question très simple, mais dont la réponse va être complexe. Où il faut sortir de l'angélisme, mais aussi de l'image complètement négative que l'on a des banlieues. Et donc, beaucoup de choses ont changé et beaucoup de choses n'ont pas changé. Par exemple, l'instrumentalisation politique et médiatique de ces quartiers populaires, de ces territoires, n'a pas changé. Il reste toujours les mêmes biais médiatiques, il reste toujours l'instrumentalisation du discours politique qui pointe du doigt ces territoires, ces habitants. Donc voilà, les choses qui n'ont pas changé. Ça, c'est déjà le regard vraiment sur ces... oui, ça n'a pas changé en 20 ans. Fabien Truong, vous êtes sociologue, vous êtes d'accord, vous diriez que la perception de ces villes, de ces quartiers populaires, n'a pas beaucoup changé en 2 décennies? Oui, j'irais dans le même sens et on peut même dire que ça s'est aggravé. Et en fait, c'est pas tant dû aux banlieues qu'aux transformations dans le champ médiatique et politique, puisque en fait, on voit qu'il y a un peu une extrême droitisation, pour le dire un peu vite, du champ médiatique et politique. Et dans ce jeu-là, une certaine image de la banlieue sert les intérêts de personnes en fait qui ne connaissent pas véritablement la vie en banlieue. Donc ça, c'est sûr que de ce point de vue-là, ça s'est aggravé. Et cette aggravation-là aussi, elle a un rôle très direct dans les politiques publiques en termes de politique publique de police, puisque finalement, les difficultés, vous parliez de ce qui est arrivé à Ziad Ebouna et Bouna Traoré, qui est lié finalement à une certaine manière de policer les quartiers populaires. Et ça n'a pas changé parce que cette politique publique, en fait, elle est issue de l'état du débat public en réalité. Et vous nous direz tout à l'heure, vous, sociologue, pourquoi il faut changer ce regard. Vous avez travaillé pendant 10 ans à Grigny, justement. Vous connaissez donc le maire Philippe Rio. En parlant de médias, Elena Berkaoui, il y a un modèle dans le genre quand on parle des banlieues, c'est le Bondi Blog. Et d'ailleurs, on a tendance à l'oublier, mais c'est une belle histoire francophone, puisque le Bondi Blog a été ouvert par Serge Michel du magazine suisse L'Hebdo, qui, on sait, regarde TV5 Monde. Le Bondi Blog, donc, l'aventure continue. Donner la parole, justement, à ces familles parfois invisibilisées, c'était votre pari? Je pense que c'était plus qu'un pari au départ. Je pense que c'était vraiment une urgence pour les habitants en fait, qui subissaient quelque part la couverture médiatique qui était faite, de se réapproprier le narratif médiatique, de raconter leur réalité. C'était vraiment un besoin. Et on est 20 ans plus tard, du coup, et ça l'est toujours. C'est un besoin qui est toujours aussi criant. Et comme ça a été dit précédemment, je pense que le regard sur spécifiquement les jeunes des quartiers populaires, il est extrêmement violent, il est toujours autant. On se rappelle que, par exemple, quand, après la mort de Nahel Merzouk, on a pu entendre que, de la part de syndicats de policiers, des termes très violents comme le terme nuisible pour qualifier des jeunes. Enfin, faut quand même, qu'est-ce qu'on fait avec des nuisibles? Finalement, on les éradique. Et oui, effectivement, ça a des conséquences sur les politiques publiques, sur aussi un désintérêt des politiques publiques en 20 ans qui désinvestissent ce champ-là. Il y a eu des moyens de l'État quand même, par exemple à Clichy-sous-Bois, massifs, dit-on, pour essayer de changer la donne. On n'en récolte pas encore les fruits. Vous, comment ça se passe à Grigny, par exemple? Est-ce que vous avez des aides? On sait qu'il y a une crise budgétaire historique en France. Comment ça se passe pour vous? Ce qui n'a pas changé, avant de répondre à votre question, ce qui n'a pas changé, c'est la pauvreté, par exemple.
Il y a de plus en plus de quartiers... tiens, c'est chez moi ça, les images. Il y a de plus en plus de quartiers politiques de la ville. Encore heureux que ce soit Grigny. Il y a effectivement de plus en plus de pauvreté. La pauvreté s'est développée dans le pays, tout le monde l'a remarqué, et particulièrement dans les QPV, quartiers politiques de la ville. Juste deux chiffres, 26 500 habitants à Grigny, 26 500 habitants, ville souvent présentée comme la plus pauvre de France, en tout cas c'est l'une des plus pauvres. Ça, avec Roubaix, Aubervilliers, Clichy. Ouais. Alors vous, que faites-vous? Est-ce que vous essayez de revoir l'habitat notamment? Est-ce que... Oui, bien évidemment, on parle de l'image. Bon, oui, bien évidemment, on doit agir partout à 360 degrés. La pauvreté est présente, donc il faut lutter contre la pauvreté. La pauvreté, on lutte contre la pauvreté comment? Par la question de l'emploi, qui est déterminante. Force est de constater que la précarité s'est développée dans nos quartiers, mais aussi dans les milieux ruraux, parce que je ne veux pas opposer les territoires français qui souffrent d'un certain nombre de phénomènes. Il y a la question de la monoparentalité. J'y arrive, oui, mais... C'est complexe. Donc, parlons de l'école. Est-ce que l'école s'est améliorée dans nos quartiers? Est-ce que l'école qui crée de l'inégalité scolaire et qui très liée à l'inégalité sociale, qui se nourrissent mutuellement, toutes les études montrent qu'il y a un lien extrêmement important. Toutes les études montrent que notre école républicaine n'est pas un franc succès dans nos quartiers populaires, quand bien même il y a des directeurs d'école, des enseignants, des enseignantes remarquables qui tiennent dans nos quartiers, un certain nombre de choses. Donc, si on parle d'emploi, on parle d'éducation, on parle de politique sociale, qui ne sont pas franchement des réussites depuis une vingtaine d'années. Et puis, il y a bien évidemment ce qui crée un imaginaire incroyable, un mythe de la rénovation urbaine, qui, elle, a fonctionné. Il y a même une agence dédiée, l'ANRU. Il y a une agence dédiée qui a fonctionné, qui a amélioré des choses, qui a amélioré la mobilité, les transports à Grigny, mais dans d'autres secteurs, parlons de Clichy-sous-Bois, idem, les transports. Et donc, les freins à l'emploi, c'est la question de la mobilité, c'est la question de la formation, c'est la question de l'éducation. Donc oui, il y a eu de la déghettoisation urbaine. Maintenant, il faut mettre le paquet sur l'humain. Et on n'a pas fait cet équilibre entre de l'urbain qui était nécessaire, de la lutte contre l'habitat indigne, du désenclavement, des écoles dignes un peu quand même, et cet humain où on n'a pas été aussi puissamment inventif et on a passé à mis de moyens financiers sur le volet humain. Fabrice Truong, vous avez suivi durant 10 ans avec Jérôme Truc le quotidien des habitants de Grigny, dont le maire est ici présent, entre violence, solidarité, entraide et précarité. Et parmi l'un des grands enseignements, eh bien, vous avez constaté que la moitié de la population avait changé en ce laps de temps. C'est spectaculaire. Alors qu'est-ce que cela nous dit? Est-ce que ça veut dire par exemple que l'ascenseur social fonctionne? Oui, en fait, pour compléter ce que vient de dire Philippe Rio, en fait, il y a beaucoup de choses qui s'aggravent et des choses dont on a l'impression qu'elles ne changent pas, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de mouvements. C'est-à-dire qu'en fait, et ça c'est le cas dans tous les quartiers de politique de la ville, c'est-à-dire que il y a de très grands flux démographiques et en fait, il y a beaucoup de petites mobilités sociales qui se traduisent par des mobilités résidentielles. Donc en fait, les quartiers populaires sont aussi des lieux où il y a un certain enveloppement collectif, un travail associatif, du travail social, l'école, tout un tas finalement d'enveloppements éducatifs qui produisent des fruits avérés. Mais qui sont ceux qui sont partis et qui qui arrivent? Ce sont des plus pauvres qui arrivent, ce sont ceux qui ont monté en classe sociale, qui partent, c'est ça? Voilà, et donc là, il y a une sorte de violence structurelle en fait à hauteur des quartiers, en fait à hauteur des villes. C'est-à-dire qu'on pour aller un peu vite, les quartiers se dépeuplent finalement du capital social qu'ils acquièrent, et les gens sont en général remplacés par des gens qui arrivent, qui sont beaucoup plus précarisés, qui sont beaucoup plus pauvres, qui ont beaucoup plus de difficultés. Et là, il y a deux choses à dire sur ces nouvelles personnes qui arrivent. Elles arrivent dans des villes comme Grigny ou dans les quartiers populaires parce qu'elles ne sont pas accueillies dans d'autres villes du territoire français. Donc ça, il y a une question qui est politique et structurelle. Et puis, ça veut dire que dans les quartiers populaires, il faut faire toujours plus parce qu'on a une concentration de pauvreté qui augmente avec soit un moyen constant au mieux ou moins de moyens. Donc c'est là où il y a un petit peu à la fois beaucoup de mouvements. Il faut insister sur le mouvement parce qu'il y a beaucoup de choses positives qui ne sont pas médiatisées et ce mouvement désorganise en fait les quartiers populaires parce qu'il y a cette augmentation de la précarité qui en est le corollaire, quoi.
Alors, l'état d'urgence permanent, point d'interrogation, c'est un titre qui fait aussi évidemment allusion à la déclaration à l'époque de Jacques Chirac, qui avait décrété l'état d'urgence. Une première, il me semble, depuis la guerre d'Algérie, ce qui là aussi renvoie quand même parfois à des symboles et à des images. C'est peut-être aussi là un des malaises en France qui revient. Vous vouliez réagir tout à l'heure, Elena Berkaoui, en entendant notamment Philippe Rio, le maire, vous qui êtes au contact de ces habitants, à la fois de leur souffrance, mais aussi de leur réussite. Non, je voulais simplement ajouter sur la question, en fait, il y a beaucoup dans le débat public cet imaginaire que les quartiers populaires seraient arrosés d'argent public. Ouais. Et ça, je pense que c'est quand même une fake news sur laquelle il faut revenir. Ouais. Nous, on travaille dans le 93, qui est le département le plus pauvre de France métropolitaine. On parlait d'infrastructures sportives tout à l'heure. Ouais. Il y a quand même... la Seine-Saint-Denis est le département de France métropolitaine où les infrastructures sportives sont les moins présentes. Et vous pouvez rajouter à cette formule, vous pouvez ajouter l'éducation, la santé, énormément de choses. Donc en fait, et ça c'était les maires, je pense, des villes de Seine-Saint-Denis qui réclamaient à certains moments en fait le respect du droit commun. Ouais. C'est-à-dire en fait les quartiers privilégiés ne sont pas favorisés par rapport à d'autres territoires comme les zones rurales. Ce sont des territoires qui sont sous-dotés. Ouais, alors j'aimerais maintenant aborder avec vous, sans tabou et sans détour, tout de même une des questions, parce que dans les quartiers populaires, celles et ceux qui y vivent pâtissent aussi de certains comportements, de la délinquance. Vous avez commencé d'ailleurs à dire pas d'angélisme à ma première question. Oui. Comment fait-on contre les rodéos? Comment fait-on contre le trafic de drogue? Vous répondrez sans doute pas comme vous le disiez en quelques minutes, mais pour quiconque connaît les banlieues, moi je me souviens que par exemple il y a 30 ans, quand quelqu'un arrivait pour acheter de la drogue dans une cité, il était vite fait expulsé. Aujourd'hui on trouve des enfants, adolescents, qui font ce qu'on appelle par exemple les choufs et qui surveillent sans généraliser. Mais est-ce que ces comportements-là aussi ne provoquent pas un amalgame en fait et mettent dans le même sac les étudiants notamment que Fabrice Truong a rencontrés dans votre ville? Il y a de tout. On parlait tout à l'heure d'un problème structurel dans la police. J'étais il n'y a pas longtemps sur un plateau de télévision avec un représentant du syndicat des commissaires qui disait que c'était terrible que dans ce pays, on ait abandonné la police de proximité. Et que si on ne tient pas les deux bouts entre une police d'intervention, quand il faut une police d'intervention et une police de proximité, on perd quelque chose. Et donc, on a perdu 20 ans sur l'abandon de cette police de proximité qui fait que c'est une politique d'information, de renseignement, de présence sur le terrain, de confiance parfois, qui est une demande forte des habitants, de voir du bleu, juste pour voir, pour se dire, bah oui, le droit à la tranquillité et à la sécurité publique est aussi une exigence des habitants des quartiers populaires. Donc ça, c'est une réalité. L'autre réalité, c'est que quand la République n'est pas présente, quand les services publics reculent, quand le droit commun n'est plus présent, la nature a horreur du vide. Et donc, deux choses s'immiscent fortement, la question des trafics et parfois du prosélytisme religieux. Ouais. Et donc, le retour de la République est une composante importante qui va de la police, de l'école, du soutien au monde associatif, qui crée toutes ces micro-solidarités extrêmement précieuses, j'appelle moi ces solidarités à la cage d'escalier, qui permettent effectivement de ce que Fabien Truong appelle avec Jérôme Truc, cet enveloppement éducatif qui permet qu'effectivement, des gamins de 12 ans, il y a peut-être un autre avenir que de toucher 50 € par journée pour faire le chauffeur. Ouais. Fabrice Truong, une réaction, vous justement, qui avez d'abord peut-être quand même sur le mot que j'ai prononcé, amalgame, ça vous êtes conscient, enfin est-ce que vous le dites, qu'il y a aussi beaucoup de jeunes issus des banlieues qui justement sont stigmatisés parce que, effectivement, il y a une tendance à essentialiser avec certains types de comportements? Oui, mais ça c'est très très clair et peut-être pour le voir de manière plus spectaculaire, c'est voir ce que ça fait dans la conscience des enfants. En fait, dans notre livre avec Jérôme, il y a une carte qui est reproduite et c'est une carte de géographie subjective. On a demandé à des enfants de dessiner leur quartier en fait tel qu'ils le voyaient et spontanément, sans qu'ils aient de consignes, ces enfants-là dessinent une énorme télé à côté de leur quartier, faite de rouge, de sang et avec des demandes très claires en demandant aux médias d'arrêter de parler de leur quartier de cette manière-là. Et là, on parle d'enfants
d'école primaire. Ça veut dire qu'à l'école primaire, vous grandissez en ayant conscience d'être un objet politique et un problème. Et donc, ça laisse des traces dans la construction adolescente, et ce sont des traces politiques, en fait. Et tous les enfants des quartiers populaires en sont extrêmement conscients. Donc, cet amalgame, c'est pas juste un jeu de mots, c'est pas juste de la bien-pensance, c'est quelque chose qui laisse des séquelles, en fait, dans les constructions des enfants, des adolescents, et puis qui ont des conséquences réelles en termes de discrimination, et tout ça est avéré et mesuré. Elena Berkaoui, une réaction sur ça, sur les plus jeunes notamment. Il y a eu un vrai traumatisme après la mort de Ziad Ebouna qu'on évoquait au début de ce débat. Ah oui, je pense que... Et c'est assez intéressant parce que nous, on l'a documenté, effectivement, et on est aussi allé sur place pour voir comment la mémoire se transmettait. Et c'est toujours frappant de voir à quel point même des générations, des jeunes qui n'étaient pas nés en 2005, en fait, ont une connaissance très vive de ce qui s'est passé. Et globalement, en fait, ont aussi une connaissance d'autres visages que celui de Ziad Ebouna. Donc ça démontre aussi à quel point ça marque, à quel point en fait le sujet des violences policières c'est un sujet, c'est-à-dire qu'on peut parler d'insécurité, mais on peut aussi parler de violences policières. Nous au Bondi Blog, on a fait un recensement avec le média indépendant Basta, où en fait on a recensé le nombre de personnes tuées lors d'une opération policière en excluant tout ce qui était attaques terroristes et compagnie. Et on voit en réalité que de 2005 à 2025, le chiffre de ces personnes mortes augmente de façon assez considérable. Ça s'explique de plusieurs manières, mais ça amène aussi à interroger les politiques sécuritaires qu'on met en place. Vous parliez des rodéos urbains. Est-ce que, par exemple, en tant que maire, on ne pourrait pas aussi trouver des solutions pour que les jeunes en fait, aillent se défouler ailleurs? Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'infrastructure, justement, comme on le disait? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de mission des forces de l'ordre qui se retrouvent, eux-mêmes s'en plaignent d'ailleurs, à faire en fait les assistantes sociales à certains moments? Mais là, je trouve que parfois, le mot va être un peu dur, mais une démission collective, c'est que qui intervient quand on voit un jeune adolescent qui fait du 2 roues sans casque, en fait? Quasiment personne. Ni nous, ni personne, en fait. Alors que le rôle du citoyen, ça devrait être d'intervenir quand même. Parfois, ça dépend. Il y a quand même des médiateurs, normalement, dans les quartiers. Il y a quand même des gens qui peuvent intervenir. Je pense mais il faudrait les parents aussi, avant tout. Il faudrait les voisins. Mais après, avant que le pire n'arrive. En fait, aussi, dans les quartiers populaires, vous avez des parents qui travaillent souvent dans des métiers dits essentiels, qui donc vont travailler très tôt le matin, très tard le soir. Je pense que parfois, c'est un peu compliqué de les blâmer. Donc, je pense que vraiment, en fait, au lieu d'aller tout de suite vers une réponse répressive dont on voit en plus que les effets ne sont pas probants. C'est-à-dire que l'état du trafic de drogue dans le pays aujourd'hui, moi je trouve qu'il est hyper effrayant. Il y a des jeunes qui meurent dans les quartiers populaires à cause de ça. Donc il n'y a pas de résultat. Enfin, c'est pas ça qui amène des réponses. Pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas d'autre chose? Moi, je le disais plutôt de manière protectrice, justement. De manière réduire le vivier de recrutement qui fait... Parce qu'il y a un vivier de recrutement de jeunes déscolarisés qui vont vers ces trafics-là. Réduire ce vivier de recrutement, par exemple, ça pourrait être une des réponses. Mais dans ce cas-là, il faudrait avoir un vrai débat. Alors, comme vous parliez des violences policières, on précise que tout de même que les 2 policiers ou 3 policiers, parce qu'il me semble qu'à la radio, il y avait aussi une autre femme policière, qu'il y a eu relax dans ce dossier pour non-assistance à personne en danger. Et dans l'affaire de Naël, le policier... pour un non-lieu. Et le policier qui a tiré, donc lui, est renvoyé aux assises et il a fait appel de cette décision. Il a fait 5 mois de détention provisoire. Sur la question de la drogue, parce que vous le disiez, c'est quand même un des vrais fléaux, un des vrais sujets. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut punir ceux qui achètent? Est-ce qu'il faut légaliser, dépénaliser le cannabis notamment? Alors qu'on voit, comme vous disiez, qu'il y a d'autres drogues qui arrivent et que c'est un vrai sujet de santé publique. Tout à l'heure, je parlais de biais médiatiques. Je vous remercie pour cette invitation. Et on a le temps un peu de poser les choses, de poser les choses, de dire que c'est compliqué. Et vous nous laissez parler. Je vous remercie. Tout à l'heure, depuis tout à l'heure, les images qui passent, à part l'image de Fabien Truong, vous nous montrez. Je suis toujours étonné des quartiers qui sont pas réhabilités, des endroits qui sont sales, des tacs partout. C'est pas vrai. Vous voyez le biais médiatique. C'est pas que ça. Ben, c'est pas que ça. Et donc là, vous renvoyez à tous les téléspectateurs une image qui est complètement biaisée. Il y a du beau dans les quartiers populaires. Il y a du vert. Il y a du propre. Il y a des gens qui se mobilisent. Il y a tout ça. Et donc, voilà, permettez-moi de vous le dire que, encore une fois, merci pour l'invitation. Mais le fond d'écran... Il faudra actualiser les images. Oui, voilà, ça irait de pair en plus avec l'état d'esprit qui est le vôtre, qui est d'essayer de comprendre. Merci. Véritablement.
Merci beaucoup Philippe Rio. En tous les cas, c'était le mot de la fin. Même si effectivement on a pu se poser, c'est vrai que ça file vite. Merci Monsieur le maire, Philippe Rio, maire de Grigny. Fabien Truong, sociologue. J'invite à lire votre livre évidemment que j'ai cité tout à l'heure. Et puis merci à vous, Elena Berkaoui, donc d'avoir été avec nous aujourd'hui. On recommande effectivement le Bondi Blog qui poursuit donc l'aventure depuis maintenant 20 ans.